Voici Artemisia Gentileschi, une peintre italienne du XVIIe siècle qui s'est imposée dans un art et une société dominée par le masculin, rivalisant même avec le Caravage. Sa relecture féministe de certains mythes et symboles a fait d'elle l'une des peintres les plus influentes de son époque. Vous me trouvez pitoyable, car avant même de poser les yeux sur mon travail, le nom d'une femme soulève des doutes. Artemisia Gentileschi grandit à Rome au XVIIe siècle sous le joug de son père, sans pouvoir sortir seule de chez elle. Ce dernier, également artiste, va faire d'elle son apprenti. À ce moment, être une femme peintre, c'est être cantonnée à certains genres de peinture, comme la nature morte ou les scènes familiales. Pourtant, Artemisia va produire de la peinture d'histoire, le genre noble par excellence. D'abord avec son père, dont elle subit l'influence, mais ensuite seule dans un style inspiré du peintre le Caravage. Un style avec beaucoup de clair-obscur et aussi des corps très réalistes. Mais elle ne deviendra véritablement caravagesque qu'à Florence, une fois qu'elle se sera débarrassée en quelque sorte du poids de l'influence paternelle. Cette émancipation est liée au viol qu'elle subit à 17 ans par un peintre et ami de son père. Un procès a lieu, terrible pour elle, elle est déshonorée sur la place publique et torturée. On lui broie les doigts pour être sûr qu'elle dise la vérité. Après ce drame, Artemisia Gentileschi déploie son talent à Florence. Elle est peintre de cour, c'est-à-dire qu'elle ne choisit pas ses sujets, on lui commande. Cependant, Artemisia infuse ses combats dans sa peinture en se réappropriant des thèmes mythiques, jusqu'ici majoritairement peints par des hommes. Ça, c'est un tableau peint par le Caravage. La servante ici est âgée et sert à rehausser la beauté de Judith qui décapite Holoferne, un épisode de l'Ancien Testament. Et ça, c'est le même thème peint par Artemisia Gentileschi. On voit bien que les deux personnages féminins ont le même âge et luttent ensemble pour tenir Holoferne. Les deux femmes ont une place plus importante dans la représentation. Artemisia va aussi multiplier les commandes de peinture érotique, des nus féminins de femmes influentes, Cléopâtre, Danaé, Marie-Madeleine ou encore Catherine d'Alexandrie. Et ce qui va achever de parfaire sa renommée à Florence et dans toute l'Italie, ce sont aussi ses autoportraits. Alors en effet, ce genre de l'autoportrait est très prisé des collectionneurs. Moi je pense que c'est une façon pour eux d'avoir, je dirais, deux Artemisia pour le prix d'un, c'est-à-dire ils ont à la fois la peinture et le modèle de la peinture. Elle était reconnue à son époque pour savoir très bien saisir la ressemblance de ces modèles. S'auto-représenter, c'était une manière de négocier sa position dans un champ artistique majoritairement masculin. À partir du XVIe siècle, l'autoportrait masculin est très pratiqué. Mais il se fait plutôt en fin de carrière, c'est-à-dire quand la reconnaissance est acquise. Et pour les femmes, c'est une manière de s'affirmer en tant que peintre et de revendiquer aussi une reconnaissance. De même que les artistes hommes, quand ils se représentent au terme de leur carrière, ils se présentent en habit de gentilhomme, alors que très souvent, les artistes femmes se présentent avec les outils de la peinture. Artemisia Gentileschi devient l'une des artistes les plus influentes de la période. Elle s'insère à la cour des Médicis à Florence, est amie de Galilée et est reconnue par ses pairs masculins. Une trajectoire unique pour l'époque. Tombée dans l'oubli au XVIIIe siècle, Artemisia Gentileschi sera redécouverte à partir de 1900 par le biais de documents liés au procès. Son œuvre, elle, ne sera étudiée qu'à partir de 1980.